Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, j'ai l'impression qu'Anne-Laure Giraudot a un petit problème de connexion. Donc, je prends juste le relais pour vous souhaiter la bienvenue. Je suis navrée pour cet écho. Je suis actuellement à la Cour d'appel de Paris. Bon, on avait un petit problème de micro, mais je pense que Anne-Laure est présente. Est-ce que tu peux nous dire bonjour pour qu'on s'assure que tu es bien présente? Ah, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Bon, c'est les aléas du direct. On va trouver des solutions. Bon, en attendant, merci à tous, de vous être connectés. Merci à tous pour l'intérêt de ce webinaire. On a vu qu'il y avait quand même de nombreux inscrits. Tout le monde n'est pas connecté, donc de toute façon, nos aléas de micro vont permettre aux retardataires de se connecter. Bon, on a effectivement un problème de micro. Pour résoudre ce problème, je vais substituer, ma consoeur et associée Anne-Laure Giraudot au pied levé. Depuis la cour d'appel, où ça résonne. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Et auquel cas, je pense qu'on va pouvoir commencer. Oui, c'est correct, Oui, on Mylène. t'entend très bien. OK. Bon, c'est parfait. Écoutez, bonjour à tous, et puis bienvenue dans ce webinaire, qui consiste à vous éclairer sur le fait d'acheter votre cabinet médical en 2026. Alors il y a de nombreux professionnels de santé qui, souhaitent aujourd'hui devenir, propriétaires, de leurs locaux, que ce soit pour, sécuriser leur activité, ou pour investir au long terme, mais aussi pour préparer l'avenir. Et pourtant, ce type de projet, ça soulève beaucoup, de sujets et de difficultés. Il faut d'abord trouver les locaux, il faut faire les travaux, il faut obtenir les autorisations et en réalité, c'est un sujet qui comporte de nombreux angles.
différents angles. Et donc, on a décidé de ne pas se focaliser uniquement sur le sujet juridique et éventuellement enfin, ce qui concerne l'avocat, mais d'étendre tous ces sujets à l'administratif, à la technique, au financier. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les clés de compréhension concrètes qui vous permettent d'anticiper ce projet, de gérer ce beau projet qui est toujours très impressionnant, mais toujours passionnant, qui peut parfois paraître complexe et donc chronophage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous apporter une vision optimiste et positive du sujet. Donc, le mot d'ordre du jour, c'est vraiment de se dire que c'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable. Il faut juste bien s'entourer. Et donc, aujourd'hui, pour vous montrer qu'il y a des professionnels compétents qui peuvent vous aider dans ce type de projet, on a mis autour de la table Caroline Pikovic Lopéré, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, qui est notaire associé de l'étude LBH. Bonjour Caroline. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Ensuite, on a également mis sous... Alors vraiment, vous ne m'avez pas aidé au niveau des noms de famille et je suis dyslexique et j'ai du mal avec les noms de famille. Je vous remercie pas. Euh, En tout cas, on a mis également autour de la table Olivier Selnick, c'est bien comme ça qu'on prononce, Parfait, oui. qui est architecte et associé du cabinet Z Studio et que j'ai eu le plaisir avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler. Donc, je vous remercie d'être autour de la table. Et Merci. également, bonjour, et également Sabrina Sabat, qui est experte comptable et qui connaît parfaitement le milieu des professionnels de santé, avec qui on a l'habitude de travailler et avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Bonjour Sabrina. Bonjour, un plaisir réciproque, merci beaucoup. Alors, on va aborder différents thèmes. Euh, que donc le premier, ce sera la question de savoir comment on sécurise juridiquement le projet d'acquisition. Et donc, la question s'adresse plutôt à Caroline. Donc, si moi, je suis un professionnel de santé et que je souhaite acquérir mes locaux, que j'ai trouvé un bien, parce que c'est déjà, déjà beau, quelle est la première chose à vérifier selon vous, Caroline? Alors, en effet, donc moi j'interviens en tant que notaire. La première chose à vérifier, avant même de parler de financement ou de prix, ça va être la nature juridique du bien, qui va s'articuler autour de trois notions distinctes et clés en la matière, qui sont celles de l'affectation, qui résulte du règlement de copropriété, celle de l'usage du bien, qui est définie par le Code de la construction et de l'habitation. C'est l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Et la troisième notion, c'est celle de la destination, qui, elle, résulte du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que ce sont les autorisations administratives. Pour que l'acquisition se fasse en sécurité, il faut que ces trois notions soient coordonnées. Sur l'affectation, on va vérifier la nature du local dans le règlement de copropriété. S'agit-il d'un local d'habitation, d'un local professionnel, de bureau ou bien un commerce? Sur l'usage, ça s'articule, soit le bien est à usage d'habitation, soit il est à usage autre que l'habitation. La réglementation sur l'usage, c'est une réglementation qui est assez complexe, qui a évolué depuis l'entrée en vigueur de la loi Le Meur en novembre 2024 et qui désormais s'articule autour de deux périodes, celle allant du 1er janvier 70 au 31 décembre 76 inclus, ainsi que les 30 années précédant l'acquisition. Si sur l'une de ces périodes, le local a été utilisé en tant que logement, il s'agit d'un local à usage d'habitation. Et voilà, c'est tout l'objet d'un audit immobilier, c'est de vérifier si sur l'une de ces périodes, le local aurait été utilisé en tant qu'habitation pour pouvoir prendre les décisions nécessaires. Notamment, si le bien est à usage d'habitation, il faudra se poser la question de savoir si un changement d'usage à titre personnel
est possible. Enfin, sur la destination, c'est ce qui résulte des autorisations administratives. Et là, il y a lieu de vérifier le dossier de construction et l'existence éventuelle d'autorisations administratives de changement de destination. Sur ces points, le rôle du notaire est essentiel. Il faut analyser, croiser les trois notions, identifier les incohérences et les risques juridiques, alerter le client et coordonner le cas échéant les démarches avec le syndic, la mairie, les autres intervenants et notamment le notaire du vendeur. Et c'est cette analyse en amont qui permet aux professionnels de santé d'acheter ces locaux en toute sécurité, sans risque de remise en cause ultérieure de son activité. Ok, et donc une fois qu'on a vérifié ça, est-ce qu'il y a d'autres points essentiels à cadrer? Une fois qu'on a vérifié ces trois notions, il faut vérifier la conformité du projet dans la durée. Autrement dit, il faut s'assurer que l'activité pourra être exercée sans remise en cause ultérieure, ni par la copropriété, ni par la mairie, ni par un tiers. On est toujours autour de mes trois notions, celle du règlement de copropriété avec l'affectation, celle de l'usage, celle de la destination. On va les balayer rapidement l'une après l'autre. Première chose, on analyse de manière approfondie le règlement de copropriété. Il faut que la désignation du local et les clauses relatives à l'usage des parties privatives soient en cohérence et permettent l'exercice d'une activité libérale avec réception d'une clientèle. À défaut d'une telle autorisation expresse, il faut prévoir une condition suspensive de l'obtention d'une résolution définitive en assemblée générale des copropriétaires. À défaut d'une telle autorisation, le risque est réel. Opposition du syndicat des copropriétaires, voire action en cessation d'activité. Deuxième notion, l'usage. Il faut vérifier si un changement d'usage à titre personnel est possible dans le cas où, sur l'une des deux périodes dont j'ai parlé tout à l'heure, il y aurait eu de l'habitation et donc le local serait à usage d'habitation. À Paris, il faut savoir qu'il y a beaucoup de secteurs où le changement d'usage à titre personnel n'est pas possible et où la mairie impose un changement d'usage à titre réel avec compensation. La compensation peut avoir des conséquences financières, techniques et bien évidemment dissuasives. La compensation, c'est lorsque, alors le logement étant protégé, il va falloir pouvoir offrir en contrepartie de l'exercice de l'activité professionnelle dans le local à usage d'habitation qu'on a choisi, d'autres biens, eux, à usage autre que d'habitation, d'une surface équivalente, pour que dans ces locaux, la mairie puisse en faire du logement. Donc, voilà, ça a forcément un impact financier. Je vous alerte sur quelques points de vigilance essentiels. L'autorisation de changement d'usage à titre personnel, elle est précaire. Elle cesse de produire effet dès que l'activité prend fin, pour quelque cause que ce soit. En cas d'exercice conjoint, l'autorisation personnelle, elle est nominative. Elle est personnelle, elle est nominative. Donc, chaque professionnel doit déposer sa propre demande. L'autorisation sans compensation est délivrée sous réserve du maintien des aménagements indispensables à l'habitation. Et surtout, le règlement de copropriété ne doit jamais s'opposer au changement d'usage. Ça, c'est vraiment un très grand principe qu'il faut respecter. Enfin, sur la destination et les autorisations administratives complémentaires, il faut juste vérifier si la destination actuelle est compatible avec l'activité envisagée et s'il est nécessaire de prévoir des autorisations complémentaires, type autorisation afin d'exercer un établissement recevant du public. Mais ça, je crois qu'il y aura un focus spécifique juste après. Les petits risques en cas de non-conformité, juste pour clore sur cette partie, contentieux avec la copropriété, remise en cause administrative de l'activité, voire impossibilité d'exploiter les locaux après acquisition. Voilà. Et le rôle du notaire, bien évidemment, est précisément d'identifier ces risques en amont, de faire un audit immobilier pour alerter
et sécuriser juridiquement le projet. Eh ben, écoutez, c'est très complet, merci. Mais alors la question qui se pose, c'est que quand on trouve un local, généralement, on doit se positionner très vite. Alors dans certaines villes plus que d'autres, hein, mais il faut se positionner très vite. Et alors peut-être que vous pourriez nous expliquer comment on fait dans ces cas-là quand on doit se positionner sans avoir pu prendre le temps de vérifier tous ces points. Alors, déjà, il faut avoir un notaire qui puisse réagir rapidement. Aller vite, c'est bien, mais il faut aussi aller vite avec un côté juridique qui est sécurisé, et c'est tout le rôle de la promesse de vente. Le rôle de la promesse de vente, c'est de sécuriser l'opération en prévoyant les conditions nécessaires pour sécuriser le projet. La promesse de vente, elle permet de réserver le bien dans un marché concurrentiel tout en intégrant des conditions suspensives sur mesure adaptées à l'activité du professionnel de santé. Au niveau des conditions suspensives, ça peut être l'obtention des autorisations de la copropriété, l'obtention ou la confirmation d'un changement d'usage, la compatibilité urbanistique et, le cas échéant, une condition suspensive pour obtenir les autorisations nécessaires à l'exploitation d'un établissement recevant du public et bien sûr une condition suspensive de financement. Tant que ces conditions suspensives ne sont pas levées, l'acquéreur est juridiquement protégé. Et le rôle du notaire, bien évidemment, c'est d'analyser rapidement et de cibler le bien, d'identifier les points de blocage potentiels, d'alerter sur les risques juridiques et les contentieux, et de travailler en coordination avec les avocats, la mairie, le syndic, les autres intervenants, à savoir le notaire du vendeur. Voilà, donc dans un marché tendu, la promesse de vente n'est pas une formalité, c'est un outil indispensable et stratégique qui permet de concilier réactivité commerciale et sécurité juridique. Effectivement, d'où l'importance de bien rédiger la promesse de vente et donc de la faire rédiger par un notaire plutôt que sur un comptable. Pour résumer, en fait, il ne faut pas confondre la précipitation et le fait de mener rapidement son projet. Alors maintenant qu'on a vu les enjeux juridiques autour de cette promesse et de cette vente chez le notaire, peut-être qu'on peut aborder les questions plus techniques. Peut-être qu'Anne-Laure va pouvoir reprendre la parole parce que ça résonne énormément dans la cour d'appel. Pas de souci. Merci Mylène d'avoir fait le lien. Et j'espère que tout le monde m'entend bien cette fois. Ouais, très bien, ok. Et merci à ceux qui sont restés parce que je pense que Caroline, vous avez, vous avez cadré quelque chose d'assez assez honnête, hein, en fait. On a souvent tendance à penser que quand on achète, on s'imagine qu'on achète comme en résidence principale et donc que c'est assez simple. Et en fait, là, vous venez de baliser un périmètre juridique qui nous fait bien comprendre qu'il y a un enjeu réel et qu'il faut faire très attention à avoir bien sécurisé tous ces points ou en tout cas à en connaître les conséquences si jamais on décide de s'engager dans la voie, par exemple, d'un destination à changement d'usage personnel et de comprendre les conséquences de ces actes pour pouvoir réagir correctement. C'est très technique, en effet. C'est très technique, effectivement, et c'est pas souvent ChatGPT qui a les bonnes réponses. On a des professionnels qui peuvent vous accompagner, et c'est le message qu'on veut donner. Et donc, une fois qu'on a cet aspect juridique qui est balisé, il y a effectivement l'aspect technique. Alors, c'est plus évident chez les médecins que chez les avocats, mais en fait, les médecins reçoivent du public et à partir de là, il y a des contraintes techniques et administratives à respecter. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Olivier Stelny, qui est donc cofondateur du cabinet d'architectes Z Studio. Et je me tourne vers toi, Olivier, pour que tu nous résumes les principaux enjeux qui sont à respecter pour pouvoir accueillir correctement les patients.
Merci Anne-Laure. J'étais tout à l'heure sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins, symétrique de celui que nous avons chez les architectes, où je lisais une formule: tous les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d'accessibilité pour les patients. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a des questions d'accessibilité, des questions de sécurité, des conditions d'hygiène et de circulation. Donc il faut analyser le local dans ce qu'il est et dans ce qu'il peut devenir, se poser des questions sur le fonctionnement que vous envisagez, voir dans quelle mesure le local est compatible ou pas, ou peut l'être avec des travaux. Est-ce qu'il y a des questions donc, sur votre fonctionnement, comment aménager et où mettre des salles de consultation, des bureaux, des salles d'attente, des locaux de repos éventuels, des rangements? Alors ça, c'est classique pour tous les professionnels. Quelles sont les possibilités de modification d'agencement si nécessaire? S'il y a des questions de structure, on veut casser un mur, on veut faire une nouvelle ouverture par commodité, il faut se rapprocher de la copropriété de l'architecte de l'immeuble. Est-ce qu'il y a un point d'eau qui vous est nécessaire? Et puis vraiment, ce mode de fonctionnement, est-ce que un médecin aménage seul un cabinet? Est-ce que vous êtes plusieurs? C'était le cas d'une de vos consoeurs qui j'étais au téléphone il y a une semaine sur ce sujet, qui envisage de prendre un local à plusieurs, d'avoir peut-être un bureau supplémentaire pour un futur co-occupant, il faut lui laisser de la place. Est-ce que c'est une activité, dans son cas, qui travaillait beaucoup avec des enfants, donc question d'accessibilité, de praticité d'une certaine façon? Puis des questions d'architecture un peu plus larges. Est-ce qu'il y a de la lumière naturelle? Est-ce qu'il y a des vues? Dans votre cas, l'isolation acoustique pour des questions de confidentialité est un point important. Est-ce qu'elle existe ou est-ce qu'il faut la renforcer? Donc, penser au futur. Et puis, sur l'accessibilité proprement dite des PMR, des personnes à mobilité réduite, quel est l'accès au local depuis l'extérieur, selon qu'on accède directement depuis la rue ou par l'immeuble? Il faut des circulations au sein du local, ça veut dire des passages de porte qui font au moins 90 cm, qu'on puisse avoir le rond qu'on dessine qui fait 1,50 m, qui est le rond de giration d'un fauteuil roulant. Le cas échéant, si on fait des travaux, demander une autorisation de travaux dans un établissement recevant du public, qui peut avoir des délais assez longs, dans lequel on indique que l'on respecte la réglementation ou bien qu'on est contraint de ne pas la respecter parce qu'on est dans un bâtiment ancien qui ne s'y prête pas, que les travaux nécessaires à faire seraient démesurés. Dans ces cas-là, il faut qu'on explique les règles auxquelles on demande à déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations, justifier chacune des demandes et proposer des mesures de substitution pour quand même permettre l'accès en sécurité et de façon pratique. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des possibilités de dérogation. Ce n'est pas parce Oui. que la loi est figée quelque part qu'on ne peut pas essayer d'être pratico-pratique et d'arriver à trouver des solutions sur des cas, alors bien évidemment en ayant une justification et en travaillant correctement la justification, mais on veut rester positif, donc j'entends qu'il y a des possibilités de... Tout à fait. On est très souvent sûr de l'existant, en centre-ville ou pas, mais en tout cas, on peut avoir quelques marches à franchir. Il y a des mesures qu'on peut mettre. Si on donne sur l'extérieur, on peut mettre une rampe amovible, et puis quand on ne peut pas la mettre, on explique que ce n'est pas possible et qu'il faut qu'il y ait cette activité. Nous, on prend contact au nom de nos clients très rapidement avec les mairies, les services d'urbanisme, qui n'ont pas tous les mêmes visions des choses sur tous les points du territoire, donc qui sont plus ou moins tolérants ou qui vont accepter tel ou tel type de dérogation, que ce soit eux ou derrière eux les services d'accessibilité, de sécurité qui réfléchissent avec eux s'il y a des travaux dans cette ERP. Donc ça a déjà été dit et c'est là qu'on travaille en parallèle et en complément de nos confrères notaires, par exemple, sur ces questions-là réglementaires. Vous aurez à produire une attestation d'accessibilité et à transmettre à la préfecture. Ça, je retrouvais ça à nouveau sur le site de l'Ordre. Ça peut être des documents simples. S'il y a des travaux, une autorisation de travaux sera nécessaire, un document que vous pouvez rédiger ou qui est rempli par un architecte ou maître d'œuvre, puisqu'il faut des plans de l'état existant, de l'état projeté, remplir les formulaires CERFA de façon assez détaillée. Et puis, ça a été dit tout à l'heure, s'il y avait un changement de destination, s'il y a un changement de façade, il faut déposer une DP, une déclaration préalable, un petit permis de construire, et peut-être dans certains cas extrêmes, ou si vous envisagez de créer, de concevoir vous-même et de réaliser un cabinet d'une certaine ampleur, il faudra peut-être un permis de construire. Puis, ça a été dit, ça, ce sont les autorisations d'urbanisme. Rappeler la nécessité des autorisations de la copropriété, pour exercer de l'activité, mais aussi si on veut modifier la structure,
on veut percer une porte dans une cloison. A priori, une cloison non porteuse séparant 2 pièces, mais je dis volontairement a priori, il faudra avoir l'autorisation de la copropriété pour éviter tout problème et faire ça dans le bon ordre. Oui, il faut se méfier des murs non porteurs devenus semi-porteurs avec le temps. Exactement, c'est tout à fait ça. Dans les immeubles anciens qui ont pris l'habitude de s'appuyer sur tout ce qu'ils peuvent, notamment des cloisons non porteuses, qui ne vont pas provoquer des dégâts, mais qui ont peut-être provoqué des fissures ou des éclats de peinture au-dessus, et puis ça commence à être le cercle infernal des procédures. Donc il faut éviter dès le départ, et c'est là que les uns et les autres, chacun avec nos regards, et puis avec nos regards croisés, pouvons aider à attirer l'attention sur des points sensibles. Et Et si puis tu avais peut-être, un ou je t'en deux prie. conseils à donner pour gérer efficacement cette partie, cette partie-là, parce que là, voilà, on a le poids des responsabilités qui commencent à s'alourdir entre, d'un côté, identifier le bien, travailler avec le notaire, travailler avec l'architecte. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent pour leur laisser ce message de positive attitude, si je puis dire, que c'est réalisable? C'est quoi, Oui, toi, tes conseils, retour d'expérience? c'est sans doute de consulter, et ça peut être vraiment des consultations et pas forcément une mission longue et coûteuse des professionnels. Chez les architectes, on a proposé depuis quelque temps un contrat type pour une visite conseil qui est très peu engageante, qui fait que le professionnel se déplace sur place, qu'on peut d'ailleurs, dans certains cas, ce n'est pas nécessaire, mais ça permet d'amorcer la réflexion, travailler sur des plans que vous pourriez nous donner et des photos de l'existant, donner un premier avis à chaud. Et puis sinon, cette visite conseil, venir sur place, regarder l'existant, en faire un relevé si nécessaire, en faire nos propres photos, prendre connaissance des différents documents que vous avez en possession ou vous les demandez. Et puis, ça se termine par la rédaction d'un rapport qui donne notre avis sur ce local par rapport à votre activité. Et puis, si on veut aller plus loin, on fait un vrai relevé de l'existant précis, on fait des plans avec des cotes, on regarde dans quelle mesure c'est compatible ou pas avec l'agencement en matière de dimension, en matière de surface. Et puis ensuite, si besoin, on élabore un projet d'aménagement, on réalise les dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme. Si nécessaire, on peut participer au suivi des travaux ou vous donner des conseils pour les suivre vous-même s'il n'y a pas besoin de l'intervention d'un maître d'œuvre. Dans ces cas-là, le conseil sera peut-être de faire appel à une entreprise générale spécialisée sur ce type de travaux pour ne pas avoir à coordonner soi-même des corps de métier qui vont se rejeter la balle s'il y a le moindre souci. Ok, je pense que tu as soulevé un point dans ton discours, c'est que on commence à comprendre qu'on va avoir forcément l'acquisition des murs à financer. Potentiellement, ce que disait Caroline tout à l'heure, c'est que sur le changement de destination, on peut avoir une compensation financière qui vient s'ajouter. On a les frais d'architecte qui peuvent être plus ou moins grands de ce que tu nous dis. Et donc, naturellement, je vais me retourner vers Sabrina parce que, enfin, toujours dans l'idée de dire que c'est faisable, mais qu'il faut être organisé. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a un enjeu financier et que s'il y a un enjeu financier, il faut avoir l'acteur financier et pas forcément l'acteur bancaire. C'est encore une autre discussion et qu'on n'aura pas aujourd'hui parce qu'on ne voulait pas trop densifier les échanges, mais en tout cas une projection pour être sûr de faire les choses avec les capacités qu'on a et surtout essayer d'optimiser au maximum. Et du coup, Sabrina, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les montages qui sont possibles pour ce type d'acquisition? Oui, en fait, très basiquement, l'objectif quand on fait ce genre de montage, pour la partie financière et fiscale, c'est de se poser quelques questions. Ça va être qui va acheter, pourquoi, c'est-à-dire quel est l'objectif patrimonial, et puis évidemment, comment on va le financer. Qui va l'acheter? Il y a un premier que je déconseille très vivement, donc c'est simple. Ne pas l'acheter avec la société d'exercice professionnel. C'est bien d'avoir une structure dédiée parce qu'en fait, ça reste un investissement immobilier, ça reste du patrimonial et qu'il peut y avoir des sujets de transmission avec ou d'usage qui vont changer avec le temps. Donc du coup, c'est pour ça que vraiment, je ne conseille pas du tout de l'acheter avec une société d'exercice professionnel. On peut l'acheter en nom propre, mais souvent, c'est la SCI qui va être le meilleur choix. Déjà parce que c'est un très très bon outil patrimonial et ensuite parce que ça permet de choisir entre impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu d'un point de vue fiscal et donc de pouvoir limiter la fiscalité qui
qui est lié, sachant qu'en plus, l'option pour l'impôt sur les sociétés, c'est une option qui peut être révoquée au bout de 5 ans. Donc, pendant les 5 premières années, donc c'est quand même pas quelque chose de forcément gravé dans le marbre, et c'est souvent une bonne option. Quand on crée une SCI, il faut choisir qui vont être les associés. Donc, ça peut évidemment être le médecin, professionnel de santé, ça peut être sa famille, j'y reviendrai un peu après, ça peut être sa structure d'exercice, qui est assez large typiquement, ou la SPFPL. Très souvent, on va avoir des montages où il va y avoir la SPFPL qui est la holding, qui va détenir des parts à la fois d'une structure d'exercice et d'une SCI. Je disais que la deuxième question qu'on se pose souvent, c'est quel est l'objectif patrimonial, le pourquoi en fait on l'achète. Alors évidemment, on achète pour exercer, hein, on est tous d'accord. Mais in fine, est-ce que ça va être l'objectif final, ça va être de vouloir revendre une patientèle et de vouloir mieux la revendre? C'est de moins en moins vrai, parce que je pense que tout le monde me rejoindra autour de la table. On sait que les patientèles de médecins se vendent de moins en moins dernièrement. Ça peut aussi être pour assurer un complément de rémunération au moment de la retraite. C'est toujours une bonne idée de diversifier. Et puis ça peut être pour transmettre. Et ça va être la question du démembrement, sur laquelle Caroline pourra aussi intervenir et connaît bien ce sujet, à savoir pouvoir transmettre à ses enfants, à ses ayants droit, sachant qu'au démarrage, une SCI vaut beaucoup moins cher, puisqu'elle a un bien immobilier, mais souvent elle a un emprunt en face. Et donc ça a un vrai impact sur les droits de donation. Et il y aura toutes les questions de savoir du coup qui vont être les associés dans le montage. Est-ce qu'on associe tout de suite les enfants, mais s'ils sont mineurs, si on veut vendre rapidement, il peut y avoir intervention du juge des tutelles. Enfin, il y a toutes ces questions-là, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en interpro pour avoir le bon montage et celui qui a le plus de sens d'un point de vue patrimonial. Et Et ça enfin, me ouais. permet juste d'ajouter un tout petit point par rapport à notre retour d'expérience. Souvent, les gens nous disent c'est très facile, faites comme on fait les autres. Et en fait, c'est pas vraiment ça, puisque la réponse à quel est le bon montage est souvent la réponse à quels sont mes propres besoins à moi, qui peuvent être différents de celui de mon confrère A, B ou C, quoi. Ah, mais Et ce temps qu'il faut dédier à la réflexion de la structuration, c'est pas un temps qui est forcément incompressible et auquel on peut avoir une réponse en 5 minutes, parce que souvent il faut essayer de se projeter, essayer de réfléchir, de comprendre les enjeux pour arriver à la fin à la meilleure solution à l'instant T, qui sera peut-être pas forcément la meilleure solution à T plus plusieurs mois, mais faut trancher pour avancer, quoi. Ah, mais clairement, je te rejoins à 100%. Enfin, je vois chez mes clients, j'ai jamais exactement le même montage qui est dupliqué parce que chacun a des besoins qui vont être différents et que la question, effectivement, va dépendre du projet professionnel, mais aussi de sujets personnels. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Et après, la troisième question que je mettais en avant, c'était le comment. Comment est-ce qu'on le finance? Quel est l'apport qui est possible? Et aussi, quelle est la capacité d'endettement pour savoir combien je peux rembourser, combien je peux payer régulièrement. Et ça, c'est pareil, c'est une question qu'on voit beaucoup quand on monte le business plan, de voir ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas. Et ça me permet d'enchaîner sur la question suivante, c'est, enfin, euh, qui va financer ce type de projet? Alors, j'imagine hein, qu'une des réponses, ça va être la banque, mais l'objectif de la sensibilisation aujourd'hui du webinaire, c'est de montrer qu'il y a d'autres possibilités et qu'il y a peut-être d'autres acteurs auxquels on n'a pas forcément le réflexe de penser. Et j'imagine que c'est aussi une question qu'on te pose souvent. Et donc, est-ce que tu peux nous donner quelques clés pour y répondre? Clairement, enfin, évidemment, il y a la banque. Ça, c'était simple, à la fois pour le côté immobilier pur et puis les travaux et les frais annexes qu'on a vus. Il y a évidemment, pour moi, c'est le premier acteur à contacter, quoi qu'il arrive, après avoir vu ses conseils. C'est l'indispensable. On va avoir la banque. Et d'ailleurs, j'allais dire pas la banque, les banques. Parce que ça, c'est un point souvent, je trouve qu'on a tendance à oublier. On a tendance à aller voir sa banque traditionnelle. Mais il y a des banques qui sont quand même très spécialisées dans l'accompagnement des professionnels de santé et des libéraux. Je pense à Interfimo, mais il y en a plein d'autres. Et c'est bien de faire un benchmark parce que vu le prix de l'immobilier, alors moi, je suis à Paris. Donc en plus, l'immobilier professionnel parisien étant particulièrement onéreux, quand on est sur des taux d'intérêt autour de 3,5-4%, rien que les 0,5%, in fine, ça peut être plus de 100 000 euros d'intérêt sur la durée de l'emprunt, donc ça a un vrai impact. Mais après, effectivement, il y a d'autres modes de financement et puis d'autres aides. Typiquement en fonction de la géolocalisation du cabinet, que ce soit une zone franche ou surtout une zone déficitaire en offre de soins.
Il peut y avoir des exonérations, des subventions, des aides de l'ARS. Donc, il faut vraiment pas hésiter à les regarder, à les solliciter, à les poser la question, parce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact significatif, hein, et qui dépend vraiment du local. Et après, il y a aussi d'autres aides, d'autres financements qui existent, hein, qui sont un peu moins connus. Je pense à BPI, je pense à l'association Resto Initiative, etc., qui vont être d'autres financements. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment avoir l'image complète, on va dire, pour être sûr que on passe pas à côté d'une aide, en fait. Exactement, parce que, alors en plus, bon, il y a des aides, hein, c'est soit une subvention, donc ça veut dire que c'est en gros c'est un cadeau, soit c'est du prêt à taux zéro, donc il faut rembourser là, mais du coup il y a pas d'intérêt qui court et donc c'est de l'argent qui est entre guillemets moins cher et donc pareil dans l'idée d'optimiser son montage et de pas être assassiné complètement de charges et avoir des difficultés derrière à, à vivre correctement alors qu'on a acheté son futur patrimoine, c'est quand même très important à anticiper. Et d'ailleurs, enfin, et ça me permet d'enchaîner sur la dernière question. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour être préparé au mieux? Parce que il peut y avoir en plus des imprévus de travaux, il peut y avoir les frais de notaire qui seraient de notaire, non, ça je pense qu'on les anticipe assez bien, mais les frais d'architecte qu'on n'a pas forcément anticipés, il peut y avoir énormément de choses qui viennent se rajouter. Donc, quel est ton conseil à toi, aux professionnels de santé qui décident de se lancer dans l'aventure de l'acquisition de leurs locaux? Oui, complètement, c'est de laisser une marge toujours. En fait, de toute façon, la banque va demander un business plan prévisionnel, quoi qu'il arrive. Donc, autant l'anticiper et le faire et se poser toutes les questions à ce moment-là, puisque l'objectif, c'est de pouvoir rembourser les emprunts en se rémunérant normalement, en prévoyant qu'il va y avoir des aléas. J'allais dire, c'est comme quand on fait des travaux chez soi. Je pense que c'est la même. On sait que, il y a un aléa qui est possible. Et donc, vraiment avoir quelque chose de construit, de serein. Et regarder à la fois le côté de l'activité libérale et voir comment ça va évoluer. Et puis aussi le rendement de la SCI. Si SCIA, le loyer, ça doit être un loyer de marché. Donc être sûr qu'elle peut le rembourser raisonnablement, qu'il peut y avoir des apports, mais surtout ne pas se, entre guillemets, surendetter ou trop optimiser en se disant je vais emprunter au maximum en prévoyant qu'il y aura vraiment zéro aléa. C'est mieux de prévoir toujours une zone de flottement au cas où parce que au pire des cas, c'est une bonne nouvelle. On a un commentaire parmi les gens qui nous écoutent de la part de Séverine Pernollet qui est de dire il faut aussi anticiper l'acquisition du matériel qui va dépendre effectivement Tout à fait. du type de professionnel de santé qui achète. Et peut-être moi j'ai une question parce que ça nous paraît évident à nous dans notre petit entre-soi, mais c'est peut-être pas forcément le cas pour les professionnels de santé qui nous écoutent. C'est qui fait ce business plan? Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est l'expert comptable? Alors les deux, on le fait ensemble. Je fais beaucoup, mais évidemment que j'ai pas tous les éléments. Et donc, ça va partir d'une discussion avec quel va être le chiffre d'affaires prévisionnel, quels sont les honoraires de consultation, combien de patients vous pensez voir, quelles sont vos plages horaires en fait. Parce que il y a des médecins qui vont travailler 5 jours dans la semaine, mais il y en a qui vont faire le choix de travailler 2 ou 3 jours. Et ça va évidemment impacter le montant des honoraires. Et puis, très justement, quelles sont les charges? Ça va être quel va être le matériel, le mobilier, enfin ce qu'on appelle les meubles blancs, les frais d'architecte, tout le reste, hein. Et puis, je vois que dans les questions, il y a Robert Schuort, J'allais, j'espère que je ne prononce pas mal votre nom, qui nous demande pour les et- aléas de travaux, quelle marge à prévoir? C'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à dire au moins 5%. Ouais, Mais entre 3 et 5, 3 c'est sur la marge. Je pense aussi que ça va dépendre un petit peu ouais. du local, du montant de la nature et l'ampleur des travaux à réaliser si vous refaites tout de A à Z ou alors on est plutôt sur quelque chose d'assez cosmétique. Si vous connaissez le local ou pas, est-ce que c'est un bien qui est transmis par le biais de famille ou autre, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau? Alors, c'est pas parce que c'est un ami qui vous transfère le local qu'il faut considérer que vous le connaissez. C'est plus quelque chose dans lequel vous auriez travaillé ou visité, quoi. Neuf brut béton. Ben, je sais pas si tu as un conseil Là, c'est plus, je Ouais, pense. peut-être Olivier. Oui, mais là, j'allais dire aussi 5 voire 10% en fonction. Ah. Enfin, tout dépend de l'étude initiale. Si on a pu On faire sent une étude. le retour d'expérience de l'architecte. Voilà. C'est vrai qu'il y a rarement des bonnes surprises quand on arrive. Et
bizarrement, parfois sur du neuf, c'est plus compliqué à faire parce qu'il y a les attentes, que tout n'est pas encore là quand on visite et malgré des plans existants qui peuvent être faits, on n'a pas toujours les infos sur ce que ça va être tel que ça sera livré au final. Donc il peut y avoir un peu de flottement sur certains raccordements d'eau, d'électricité ou même de mise à niveau de sol. À la rigueur, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être aussi un point que vous pouvez discuter avec votre intermédiaire financier qui va aller chercher les emprunts pour vous. Parce que si vous pouvez demander jusqu'à 10%, mais que vous n'allez pas utiliser l'intégralité du prêt, vous rembourserez moins derrière. En fait, la crainte souvent qu'on a, c'est que le projet soit rejeté d'un point de vue financier. Mais enfin, voilà, si la banque est OK pour 10 et qu'au final, vous n'avez pas d'aléa, bah, tant mieux pour vous, vous n'utiliserez pas l'intégralité du prêt. Donc, c'est peut-être un point aussi à discuter avec l'acteur financier qui va vous accompagner sur le projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais clairement, enfin, je sais que souvent mes clients sollicitent un peu plus au cas où. Et je Ils pense laissent, que c'est peut-être le point qu'il faudrait retenir aussi de ce webinaire, c'est que c'est un projet pour en assurer le succès. Il faut absolument qu'il y ait une coordination entre les différents acteurs qui vont être amenés à intervenir, parce que si chacun travaille en silo avec une incapacité de se coordonner, mais ça rend en fait l'expérience difficile. Et quand on n'est pas du métier et qu'on se retrouve de l'autre côté et qu'en plus on a le cabinet à gérer, ça peut être même douloureux. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui commente dans le chat en disant qu'il y a des aléas financiers, mais il peut aussi y avoir des aléas en termes de réalisation, parce qu'on n'a pas à rajouter, pour pas complexifier le séminaire, l'entrepreneur qui va réaliser les travaux, qui lui, comme tu le disais Olivier tout à l'heure, peut être le coordinateur de différents corps de métier. Donc même s'il a la main sur son personnel interne, il n'a pas forcément la main sur tous ses prestataires qui ne seront pas tous forcément disponibles au même moment pour intervenir sur un chantier. Et c'est assez rare les chantiers qui démarrent à J+2 après acquisition. Mais ça arrive. Mais en tout cas, voilà, il y a effectivement enfin, voilà, des choses à anticiper, et plus vous allez travailler la coordination entre les corps de métier, et plus forcément le projet sera fluide et du coup moins difficile à vivre tout en gérant son activité médicale à côté. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a un petit peu débordé par rapport au timing qu'on s'était fixé, bon, notamment par rapport à mes aléas de micro du début, dont je m'excuse encore une fois. Et parce que c'est des sujets qui sont importants et sur lesquels il fallait peut-être prendre le temps de discuter plus longuement, parce que vous avez tous des choses extrêmement intéressantes à dire. L'objectif, c'était encore une fois de sensibiliser sur quelque chose qu'on sous-estime parfois en prenant comme bah voilà, je vais acheter un bien immobilier comme j'achète ma résidence principale. Et en fait, on se rend bien compte que c'est quand même un projet qui a de l'ampleur et que ce n'est pas du tout irréalisable, mais ça nécessite un petit peu d'organisation et de s'entourer des bonnes personnes pour arriver Alors, on a une autre question qui vient d'intervenir, c'est qui peut m'aider à négocier le prix du local? Alors, j'ai envie de répondre que le meilleur âge, enfin, pour moi, hein, réponse brute, mais je suis preneuse du retour d'expérience des personnes autour de la table. Bon, j'imagine que si le notaire découvre, je sais pas moi, je prends un cas Exactement. personnel non vécu, Oui, mais oui, ça peut être lié à l'audit, en effet, à l'audit immobilier qui est fait. Et donc, voilà, ça peut entraîner une renégociation du prix. La négociation de base, elle est menée par l'agent immobilier. Et puis, en effet, s'il y a des aléas qui sont découverts au fur et à mesure de l'analyse du dossier par le notaire, ça peut être une raison voilà, de renégocier le prix du local. Oui, ou de même des aménagements qui seraient nécessaires pour des raisons réglementaires ou d'usage peuvent aussi être un moyen de discuter, de dire votre local m'intéresse. En l'état, je ne peux pas exercer ou je ne suis pas conforme au règlement PMR, par exemple, où l'électricité n'est pas conforme, il faut tout remettre en état. Ça peut être des marges de manœuvre parce oui, que parce que vous avez une activité Mm. professionnelle, vous recevez du public, vous avez des responsabilités Mm. et ça se met en avant. Et puis après, la négo, bah, ça reste toujours sur un marché tendu, elle va être plus ou moins compliquée que si vous êtes
dans un endroit où vous avez peu d'acquéreurs et beaucoup de biens disponibles. Et donc, encore une fois, il va falloir faire le point, donc, comme vous disiez tout à l'heure, Caroline, faire l'audit immobilier, éventuellement faire passer l'archi, rediscuter avec l'agent de manière à ce que au moment où vous fassiez votre offre, vous soyez entre guillemets sûr du prix que vous allez proposer, parce que si le prix est accepté de l'autre côté, a priori il y a vente, hein, sauf conditions suspensives, mais c'est la rencontre des volontés qui forme le contrat. Écoutez, merci à tous, merci de votre disponibilité, merci de vous être rendu, d'avoir répondu à ces questions techniques tout en ayant un regard pratique. On va circuler vos coordonnées si jamais les gens qui ont assisté aujourd'hui ont besoin, ou s'ils veulent un récap, pas de difficulté, il suffit de nous contacter. J'avais donné l'adresse en tout début du webinaire. Et puis, dans l'intervalle, on reste disponible pour l'ensemble des projets que vous allez porter sur 2026, en espérant qu'ils soient ambitieux et qu'on arrive à les concrétiser avec vous. Merci à tous. Pardon. Juste un petit mot pour la fin. Ce webinaire a été enregistré et donc un replay est disponible. Donc, si vous avez envie de le montrer à certains de vos confrères qui n'ont pas pu se connecter, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Merci à tous, bon appétit. Merci, Et puis, à bientôt. à très bientôt. Merci. À votre service, à bientôt. Merci à tous. Au revoir.